Le statut de l'opposition, l'avant-projet de loi a été adopté aujourd'hui en Conseil des ministres. Le texte définit les droits et devoirs de l'opposition et officialise le statut de son chef. Un seul titre pour ce journal, mesdames et messieurs, bonsoir. Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire ce jour dans sa salle de délibération au palais de Koulouba. C'était sous la présidence du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Bonsoir Ibrahim Adombele qui est avec moi sur ce plateau. Bonsoir Raoui Touré. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte et procédé à des nominations. Tout à fait, les développements tout de suite. Mesdames et messieurs, vous également, bonsoir, bienvenue. Et nous commençons par le chapitre des mesures législatives. Sur présentation du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi portant statut de l'opposition politique. Dans le souci de consolider la démocratie pluraliste, la loi numéro 47 du 13 juillet 2000 a conféré aux partis politiques de l'opposition un statut juridique. Cette loi a révélé à la pratique des insuffisances, au nombre desquelles on peut citer sa focalisation sur les problèmes généraux des partis politiques, l'insuffisance des règles précises concernant la consultation de l'opposition par les autorités sur les préoccupations nationales, l'inexistence d'une périodicité dans la production du rapport sur l'application de la loi, l'absence de règles de représentation officielle de l'opposition dans ses relations avec le pouvoir en termes de reconnaissance et de respect de ses droits. La rélecture de la loi du 13 juillet 2000 vise à corriger ces insuffisances. Le projet de loi portant statut de l'opposition s'inscrit dans ce cadre. Il confère à l'opposition politique un véritable statut avec l'institutionnalisation des chefs de l'opposition qui en devient le porte-parole. Il apporte des innovations majeures. Il se recentre autour de l'opposition politique, permet la consultation du chef de l'opposition par le président de la République et le Premier ministre, fixe une périodicité de la production du rapport et il détermine les règles de représentation officielle du chef de l'opposition. Enfin, le projet de loi assimile les avantages du chef de l'opposition à ceux du premier vice-président de l'Assemblée nationale. 2. Un projet de loi portant sursis à la révision annuelle des listes électorales au titre de 2014. Au terme de l'article 39 de la loi numéro 6044 du 4 septembre 2006, modifiée portant loi électorale, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité procède chaque année à la révision des listes électorales. Celle-ci se déroule du 1er octobre au 31 décembre. L'objectif majeur de cette révision est de permettre la mise à jour des listes électorales pour l'année qui suit celle de la révision. Pour prendre en compte l'engagement du Premier ministre à assurer la participation aux élections des personnes ayant atteint la majorité et les personnes omises lors du recensement administratif à vocation d'état civil RAVEC et la demande des partis politiques dans le même sens, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité envisage une opération de recensement administratif à partir du 3e trimestre de l'année 2014. Cette opération se traduira par la mise à jour de la base des données de RAVEC. Conformément à la loi électorale, sur la base des résultats de cette opération, les tâches de révision exceptionnelle des listes électorales seront exécutées en vue de l'élaboration du fichier définitif devant servir à l'organisation des élections. Dans ces conditions, la révision annuelle des listes électorales, telle que prévue par la loi électorale, n'est plus opportune. L'adoption du présent projet de loi vise à surseoir à la révision annuelle des listes électorales. 3. Un projet de loi portant modification de l'annexe de la loi numéro 10-034 du 12 juin 2010 portant statut des fonctionnaires de la police nationale. Dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des personnels des forces de défense et de sécurité, ont bénéficié en 2012 d'une augmentation de 15% sur leur salaire. L'adoption du présent projet de loi vise à modifier la grille indiciaire des fonctionnaires de la police nationale en vue de régulariser cette augmentation. 4. Sur présentation du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi relatif à l'assistance médicale à la procréation.
L'infertilité du couple est devenue un problème de santé publique au cours des dernières années. Environ 15 à 20% des couples dans le monde consultent pour des problèmes d'infertilité, mais seuls 3 à 4% d'entre eux seront au bout des examens et tentatives de traitement, y compris l'assistance médicale à la procréation, considérée comme définitivement stérile. Au Mali, 335 cas d'infertilité sur 1440 patients reçus en consultation entre le 1er janvier 2011 et le 31 mars 2002 ont été répertoriés au centre de santé des référents de la commune 1, soit 23,26%, parmi lesquels 130 cas d'infertilité primaire et 205 cas d'infertilité secondaire. Au centre hospitalier universitaire du Point G, en choriochirurgie dans le traitement de l'infécondité féminine, il a été répertorié de mars 2006 à décembre 2008 sur 1340 patients, 257 cas d'infertilité, soit 19%. De 2006 à 2010 sur 9806 consultations. Au centre hospitalier universitaire Gabriel Touré, on a enregistré 2303 cas d'infertilité, soit une fréquence de 23,5%. Au centre hospitalier Mère-Enfant le Luxembourg, on a répertorié entre janvier 2010 et décembre 2010 447 cas sur 4476 consultations, soit 9%. Face à ce problème d'infertilité du couple qui prend de plus en plus de l'ampleur dans notre pays, l'assistance médicale à la procréation AMP apparaît comme une des solutions. L'assistance médicale à la procréation est un ensemble de pratiques cliniques et biologiques où la médecine intervient plus ou moins directement dans la procréation déjà pratiquée dans les formations sanitaires de notre pays. Compte tenu de l'importance et de la sensibilité de la question, il est devenu nécessaire de l'encadrer juridiquement. L'adoption du présent projet de loi s'inscrit dans ce cadre. Au terme du projet de loi, l'assistance médicale à la procréation ne sera autorisée que dans les établissements agréés par l'État et disposant d'une équipe pluridisciplinaire, du personnel médical nécessaire et compétent pour assurer une assistance médicale à la procréation de qualité, de locaux d'équipement et des moyens techniques requis offrant toutes les garanties d'efficacité et de sécurité requises. Au chapitre des mesures réglementaires sur le rapport du ministre des Domaines de l'État, des Affaires foncières et du patrimoine, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret autorisant et déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement en 2x2 voies de la section Ségou 100 sur 7 km de la route nationale numéro 6 RN6 avec la construction d'un échangeur au carrefour de la route de Marcala ainsi que l'aménagement de 10 km de voirie dans la ville de Ségou. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de réhabilitation, d'entretien périodique du réseau routier national et de modernisation de voirie des centres urbains, le gouvernement a entrepris l'aménagement en 2x2 voies de la section Ségou 100 sur 7 km de la route nationale numéro 6 avec la construction d'un échangeur au carrefour de la route de Makala ainsi que l'aménagement de 10 km de voirie dans la ville de Ségou. Les travaux à effectuer à cet effet sont autorisés et déclarés d'utilité publique par le présent projet de décret conformément aux dispositions du Code domanial et foncier. 2. Un projet de décret autorisant et déclarant d'utilité publique les travaux de construction du barrage Seuil de Djéné, de ses ouvrages annexes et l'aménagement des plaines de Djéné. Dans le cadre de la mise en œuvre du schéma directeur d'aménagement de Djéné, il est prévu des travaux de construction d'un barrage Seuil et de ses ouvrages connexes pour sécuriser les plaines de Pandori et de Djéné. La première phase de ces travaux concernera l'aménagement de 14 000 hectares en submersion contrôlée à Djéné et à Kandara et 1 000 hectares à maîtrise totale à Sarantomo. Dans le présent projet de décret qui autorise et déclare d'utilité publique ces travaux de construction et de l'aménagement est adopté conformément au Code domanial et foncier en vue de permettre la réalisation des 10 travaux. 3. Sur le rapport du ministre du Travail, de la fonction publique et des relations avec les institutions, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant plan de carrière du cadre de la santé. La gestion saine de la carrière professionnelle est l'un des éléments déterminants
de la motivation du travailleur. Le présent projet de décret s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de développement des ressources humaines pour la santé adoptée par le gouvernement en 2009. Il propose un schéma d'évolution des agents du cadre de la santé en tenant compte des différentes formes de mobilité, classifie les emplois techniques, traite de l'accès aux emplois et détermine les grades requis pour l'accès aux emplois de chacune des catégories des fonctions administratives et des fonctions techniques. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes au titre du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Chef de cabinet, M. Chinkoro Doubia, inspecteur des finances. Directeur des finances et du matériel, M. Mamadou Sunguna, capitaine de l'armée de terre. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale, délégué permanent auprès de l'UNESCO à Paris, Dr Omar Keïta, historien, politologue. Directeur adjoint du protocole de la République, M. Modibo Traoré, conseiller des Affaires étrangères. Au titre du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, conseiller technique, M. Salif Samake, médecin. Au titre du ministère de l'Éducation nationale, directeur national de l'enseignement normal, M. Al-Moudou B. Touré, professeur principal enseignement secondaire. Directeur du Centre national des examens et concours de l'éducation, M. Youssouf Diakité, professeur principal de l'enseignement secondaire. Voilà, Aoué Touré, c'est tout pour le Conseil des ministres de ce mercredi. Merci Ibrahima Diombele. Vous allez rester avec moi sur ce plateau pour suivre le cours de ce journal. Le statut de l'opposition donc a été adopté aujourd'hui en Conseil des ministres. La rédaction lui a consacré une page dossier que vous pourrez suivre au cours de ce journal. Et juste après le Conseil des ministres, le président de la République a quitté Bamako cet après-midi pour la France, où il participera au 70e anniversaire du débarquement de Provence. Ibrahim Boubacar Keïta, avec d'autres chefs d'État du continent, sont les invités du président français François Hollande. Ibrahim Boubacar Keïta cet après-midi à son départ. Voilà, le président de la République a quitté Bamako pour la France. Et hier, les griots et patriarches de la région de Ségou étaient chez Ibrahim Boubacar Keïta. Ils se sont engagés à réconcilier les fils et filles de notre pays, une initiative qui vise à mobiliser l'ensemble des forces vives de la nation, et cela pour relever les défis du moment, nous dit Ibrahim Traoré. Les griots et patriarches de la 4e région du Mali montent au créneau pour apporter leur contribution à la gestion de la situation actuelle du Mali. Ils sont engagés depuis une dizaine de jours à mobiliser l'ensemble du peuple malien en vue de relever ce défi. Le but de leur visite à Koulouba est justement de rendre compte au chef de l'État des actions entamées par leur regroupement. Nous, les Nyamakala, dans notre rôle de réconciliation, avons pris notre bâton de pèlerin pour venir en aide au Mali. Cela est notre rôle. Que chaque fois, dans une famille, dans un village, dans une ville, surtout au niveau du pays, il est tout à fait normal que les Nyamakala interviennent entre les nobles. C'est ce que nous sommes venus faire. Nous avons rencontré tous les partis politiques de la place. Nous allons rencontrer la mouvance présidentielle. Tous unanimement sont animés d'une même volonté, la paix, la quiétude, la tranquillité de ce pays. Le président de la République s'est dit fier de cette initiative. Le chef de l'État a tenu à remercier ses hôtes du jour pour cette démarche qui doit servir d'exemple surtout à la jeune génération. Je vous le dis toujours à vous les jeunes, connaissez le Mali.
Si vous faites l'effort de connaître le Mali, vous serez des hommes à l'aise dans le monde. Parce que vous saurez qui vous êtes. Un homme doit savoir qui il est. S'il sait qui il est, parmi les hommes dans le monde, il sera toujours comme ça. Pas comme ça. Ça, c'est le Mali. Le pays de l'honneur et de la dignité. C'est le combat de toute ma vie. Que ce pays soit debout. Que ce pays soit indicateur de vertu. Porteur de vertu. C'est eux qui nous le rappellent chaque fois que de besoin. C'est une chance inouïe pour ce pays-là. Inouïe. Les propos qui ont été tenus ici aujourd'hui m'ont ému. Ils ont reçu de la part de tous les partis politiques. Je profite de votre micro d'abord pour les remercier, les féliciter de ce souci du pays, de cette culture que nous partageons, qui nous fait tous, en dépit de nos différences, et qui sont enrichissantes, des frères, en partage des mêmes héritages culturels nationaux. C'est dans cela que l'accueil qu'ils devaient réserver cette délégation, comme moi-même l'ai fait ici. Qu'ils en soient remerciés. C'est leur souci du pays. Ce souci que nous partageons. Nul n'a l'apanage du patriotisme. Chacun de nous, eux comme moi, avons le Mali comme souci. Je ne suis pas le seul à porter ce fardeau-là. C'est l'affaire de toutes les Maliennes et de tous les Maliens, de tous les fils de ce pays-là. Je les remercie pour l'accueil qu'ils ont fait à la direction de Ségou, qui méritait une telle considération. Dans les jours à venir, les griots et patriarches de la région de Ségou entendent sillonner le pays pour porter leur message de paix et de réconciliation. Madame Keïta Aminata Maïga, l'épouse du chef de l'État, elle était à Tombouctou où elle vient de procéder à la pose officielle de la première pierre de la maison des jeunes déjà en chantier. Sur place, Madame Keïta Aminata Maïga a également présidé le lancement du programme conjoint Jeunesse et Résilience mis en œuvre par le gouvernement et ses partenaires. Tombouctou, nous retrouvons Adama Djimde. Le programme conjoint Jeunesse et Résilience est une conséquence de la crise politico-sécuritaire qu'a connue notre pays. Initié par le gouvernement du Mali avec l'accompagnement du PNUD, de l'UNFPA, du BIT et de la FAO, ce programme vise à faciliter l'accès de la jeunesse aux opportunités de développement dans un contexte de relance économique. Les jeunes du Mali résisteront encore et encore l'éternité durant, si nécessaire, sans tomber dans la bassesse d'âme qui est le pire ennemi de tout Malien. Si elle est par conséquent soutenue dans sa résistance, elle fera des merveilles. Des merveilles, nous en sommes tous convaincus. Elle en produira, et j'en suis sûr, c'est l'esprit qui a présidé au lancement de ce programme conjoint Jeunesse et Résilience. Permettez-moi, avant de conclure, de saluer la coopération fructueuse entre le Mali et ses partenaires internationaux, dont un exemple concret c'est celle qui existe entre le ministère en charge de la jeunesse et le système des Nations Unies. Je souhaite d'ailleurs saisir cette opportunité pour réitérer notre engagement à accompagner votre pays dans ses efforts de restauration de la paix et de la stabilité. Le choix de Tombouctou pour abriter ce lancement se justifie par le fait que cette ville a été le théâtre de multiples exactions causées par les groupes armés pendant l'occupation. À présent, les maîtres mots s'articulent autour de la consolidation de la paix et de la reconstruction selon les autorités. Le programme conjoint Jeunesse et Résilience se situe donc dans le cadre de l'accompagnement des efforts de reconstruction nationale engagés par les plus hautes autorités du pays. Et dans cet ordre d'idée, il vise à amener les jeunes à exécuter des activités à fort coefficient de main-d'œuvre en créant pour eux des emplois et des occupations productives et à fort potentiel d'impact. C'est une première dame toute fière qui a procédé à la pose de la première pierre de la maison de la jeunesse de Tombouctou, déjà en chantier. C'est avec joie que j'ai accepté d'être aux côtés de M. Kresli et aux côtés du ministre et de toutes les autorités de la population de Tombouctou pour montrer mon engagement en faveur des jeunes. Ce programme est un programme important
Et je crois que je repars très satisfaite parce que le président du Conseil national des jeunes l'a dit. Je crois qu'il a déjà bien pris à bras le corps ce programme. Et je crois que toute la jeunesse va suivre. Et je dis bonne chance, bon vent à ce programme. Le dit programme prévoit également la mise en œuvre d'activités de sensibilisation pour la paix, la bonne gouvernance et la promotion d'activités génératives de revenus pour 4500 jeunes regroupés en GUE. Restons avec la jeunesse, avec le lancement hier à Konan des activités de vacances citoyennes. Ainsi, pendant un mois, les jeunes venus de Bamako et de toutes les régions du Mali vont mener des actions citoyennes sur 4 sites comme Reboisement, par exemple, des conférences-débats. Cela en vue de contribuer dans l'œuvre de réconciliation nationale. Le point avec nos envoyés spéciaux, Aldou Matina et Sidi Modibo Dambélé. Symbole de l'offensive française contre les groupes djihadistes et narcotrafiquants, Konan, la ville martyre, sera pendant une semaine le lieu de rencontre, d'échange et de brassage de la jeunesse malienne dans toute sa diversité. Et là, à travers la festivité des vacances citoyennes. Point de doute, le moment est solennel et mémorable. Les activités citoyennes que nous avons programmées pendant 5 jours à Konan témoignent votre engagement à participer sans intéressement et à la rénovation de notre foyer des jeunes et à la protection de notre environnement. C'est pourquoi j'invite les jeunes de Konan à sortir massivement pour accompagner les frères et sœurs sur les chantiers, dans les dortoirs et partout où ils se trouvent à Konan. C'est donc parti pour Vacances citoyennes 2014. Environ 450 jeunes venus du district de Bamako et des 8 régions du Mali auront un cadre d'affirmation en vue de jouer leur partition dans l'œuvre de réconciliation nationale. Que la cloche de la citoyenneté sonne du haut des merveilleuses collines de Konan. Nous allons permettre à cette cloche de sonner dans chaque village, dans chaque hameau, dans chaque ville, pour que la notion de citoyenneté, tant sollicitée par nous-mêmes et réalisée par les plus hautes autorités du pays, puisse impacter sur toute l'étendue du territoire national. En instituant Vacances citoyennes en partenariat avec le Conseil national de la jeunesse du Mali, les plus hautes autorités ambitionnent de voir la jeunesse renouer avec leurs valeurs citoyennes, gage de développement. Nous voulons mobiliser les jeunes autour d'activités citoyennes. Il fallait commencer par des activités de grands chantiers de reconstruction. Et on s'est dit, symboliquement, c'était bien de repartir de là où tout est parti. Je ne veux pas dire que l'occupation a commencé par ici, mais en tout cas la libération a commencé par ici, la résistance. Donc on va recommencer aussi par construire, pendant cette activité-là, les jeunes se sentent responsabilisés, d'un. De deux, qui se sentent utiles par rapport à ce qu'ils auraient fait pour leur communauté. De trois, qu'ils aient appris à se connaître entre jeunes. À Konan, le lancement des vacances citoyennes a été marqué par des opérations de plantation d'arbres et la visite de la maison des jeunes qui sera entièrement rénovée. Les mêmes activités sont prévues dans une semaine à Djabali. Plus rien ne s'oppose à la construction des 2 centres de formation professionnelle dans la région de Ségou et Sikasso. Les présidents des conseils régionaux de ces localités et le directeur de la dette publique ont signé la convention de rétrocession de parcelles. C'était cet après-midi ici à Bamako, sous les yeux des partenaires de l'AFD et du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Ramata Konaté était présente pour nous. Avec la signature de ces accords, c'est un pas important qui vient d'être franchi dans le développement de la formation professionnelle. 2 parcelles sont désormais mises à la disposition du ministère concerné au niveau des régions de Ségou et de Sikasso. C'est pour abriter les centres de formation professionnelle spécialisés dans les métiers para-agricoles. La réalisation de ces importantes infrastructures qui vont être des structures d'accueil pour le renforcement des ressources humaines, acteurs du développement territorial, vient à point nommé. Les populations sont fatiguées. Fatiguées pourquoi? Parce qu'on crie en longueur de journée qu'il n'y a pas d'emploi. Mais ce qui est caché, que tout le monde ne voit pas, c'est l'adaptation du capital humain à l'emploi. Ces accords de rétrocession vont permettre pour ce projet d'être en conformité avec la loi qui porte Code des collectivités territoriales. Et donc, une partie des financements sont rétrocédés aux régions et je pense que ça va dans le bon sens. 1,310 milliard de francs CFA, c'est le montant que chacune des 2 régions va bénéficier.
Il s'agit là d'un prêt qui sera remboursé par le gouvernement. Cette signature concrétise ainsi la réalisation de la 4e composante du projet appui à la compétitivité des entreprises par la formation professionnelle assez fort. Ça va nous permettre la mise en place de 2 centres de formation. Ça va nous permettre de faire des formations bien adaptées aux besoins des entreprises au niveau local. Et ça va nous permettre de créer des opportunités d'emploi, d'insertion pour les jeunes dans ces régions. Visite de courtoisie du nouvel ambassadeur du Mali à Malabo chez le président du Conseil économique, social et culturel. Mamadou Dem, c'est son nom. Pour lui, le défi est grand, mais il n'est pas au-dessus de nos moyens. Il est au micro de Mahamadou Doumbia. Je suis en passe de rejoindre mon poste. Et à cette occasion, je pense qu'il est extrêmement important que je vienne voir, et c'est même de tradition, les chefs des institutions de la République. Et de façon très spécifique pour le Conseil économique et social, c'est le centre névralgique des activités économiques et commerciales à la rigueur aussi du pays. Et aujourd'hui, comme vous le savez, la diplomatie n'est pas seulement que d'assurer la relation entre les nations de façon classique, elle devient plus importante dans le cadre des échanges économiques et culturels. Et voilà le point commun à cette mission-là qui fait que je pense qu'il était utile que je vienne voir le président du Conseil économique et social afin qu'il me guide, m'oriente et me conseille utilement. Nous savons qu'à Malabo, il y a beaucoup de ressortissants maliens. Le peuple malien, c'est un peuple djoula, comme diraient certains pays, un peuple commerçant. Je m'attends à ce que, comme d'ordinaire ou comme des choses logiques, qu'il y ait des problèmes d'activité liés à l'activité économique, et ça fait partie encore de la mission qui incombe au chef des responsables des missions diplomatiques dans les pays. Nous partons pour ça et on est prêt à ça. Le président du Conseil économique, social et culturel convie les membres du Conseil économique, social et culturel présent à Bamako et les membres associés à une rencontre avec le représentant spécial de la CEDEAO au Mali demain jeudi 14 août à partir de 10h au siège de l'institution à Koulouba. Le haut représentant du président de la République pour le dialogue inclusif intermalien, Modibo Keïta, poursuit ses rencontres d'information. Il a rencontré cet après-midi des professeurs d'université et des chercheurs du Mali. Moussa Fané, compte rendu. Au cours de cette rencontre, le haut représentant du président de la République pour le dialogue inclusif intermalien a d'abord entretenu les professeurs d'université du contenu de la feuille de route. Il a également recueilli les observations de ces derniers. Selon le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, les universitaires du Mali apporteront leurs suggestions devant aboutir à la conclusion d'un accord de paix. Vous avez su, de façon précise, concise et claire, rendre les conclusions de vos réflexions. Monsieur le haut représentant, nous sommes d'accord avec vous pour dire que la contribution de l'université ne saurait être une tâche ponctuelle. Mais c'est à quoi nous nous engageons, c'est de vous dire que la suite viendra. Je rêve d'un pays uni, mais où toutes les populations, sans aucune discrimination quelconque, participent à l'identification de leurs besoins, participent à l'élaboration de la politique visant à satisfaire ces besoins, participent à la mise en œuvre effective, directement ou indirectement, de cette politique visant à couvrir les besoins, et finalement participe à l'évaluation de cette politique. Alors, je dis, cette doctrine pourrait effectivement s'ajuster au fil du temps. Ça pourra prendre la forme de la décentralisation avancée, ça pourra prendre la forme de la régionalisation avancée, mais voilà ma vision, voilà ma foi, et voilà la doctrine telle que je l'ai reçue du président de la République. Je souhaite vraiment que cela soit compris. Je ne dis pas accepter, mais que cela soit compris. Qu'on ne peut jamais disposer d'une foi qui ne serait pas appuyée sur une doctrine. Chacun sait que s'il n'y a pas un développement économique,
il n'y aura absolument jamais de paix. Mais la solution, je l'ai dit, il appartient aux Maliens de savoir ce qu'eux-mêmes ils veulent et de le définir en termes mesurables, quantifiables, mesurables, et de se dire qu'on ne peut jamais faire sa paix séparée si vous supprimez tous les autres intérêts qui gravitent, vous n'aurez plus rien. Moi, j'ai aujourd'hui besoin de votre accompagnement. J'ai déjà quelques éléments qui me permettent d'espérer. Je pense que vos réflexions transmises au gouvernement l'amèneront à vous solliciter à travers votre ministre. Je souhaite que pendant tout le processus de négociation, que l'ensemble des Maliens puissent être des militants de la paix. Auparavant, le haut représentant du président de la République avait rencontré ce matin les membres du Haut Conseil islamique du Mali et l'archevêché de Bamako. Une mission de supervision de la Commission du développement rural de l'environnement de l'Assemblée nationale séjourne dans la région de Sikasso. La délégation s'est rendue à Séléngué, à Lobougoula, à Koutchala et dans plusieurs autres localités de la région, et cela afin de constater la situation de la campagne agricole 2014-2015. Nos envoyés spéciaux à Sikasso, Mbarakou Meiga et Garibou Pérou. L'agriculture et la santé animale sont aujourd'hui parmi les priorités de l'État malien. Au cours de cette mission, les commissaires parlementaires veulent mettre en lumière les différents investissements réalisés dans ce secteur de développement rural. Elle s'est déroulée en 3 étapes. D'abord, la visite du périmètre irrigué de Séléngué, ensuite la zone de production agricole de Lobougoula et enfin la zone de production agricole de Koutiala. La région de Sikasso compte tabler sur 2 400 000 tonnes de céréales et 415 000 tonnes de coton pour la campagne 2014-2015. Depuis le samedi dernier, au niveau de l'ODRS, nous avons vu que le passage du ministre a vraiment boosté la population. Et aujourd'hui, nous sommes dans le fief de la zone côtière, le système coton, le cercle de Koutchala. Là, ce que nous avons vu ici aujourd'hui, donc l'état végétatif des cultures font espérer à une très bonne campagne hivernale. Comme on le dit en Mamaram, il faut mieux voir une fois que d'entendre 100 fois. C'est dans ce cadre qu'on a eu vraiment apprécié un certain nombre de localités, des champs, et on a eu à écouter des responsables pour voir et entendre les problèmes et recenser ça, qui pourront pour nous être des éléments d'appréciation et ensuite en faire des recommandations. Le plan de la campagne agricole de la région de Sikasso pour les commissaires parlementaires rassure. En dépit de cela, les problèmes existent de part et d'autre. Pour ce qui concerne d'abord la mise en place de l'hivernage, il y a eu quelques dérapages. Les pluies n'ont pas été correctement réparties dans le temps et dans l'espace. Tout ce que fait le paysan, là, ils ont aussi leurs propres recommandations envers le gouvernement. Certes, après avoir subventionné, ils ont beaucoup remercié le chef de l'État d'avoir baissé le sac de l'engrais. Ce qu'ils demandent aujourd'hui, c'est d'allonger cette subvention de l'engrais au matériel agricole. Le développement rural, c'est de cela il s'agit. Les investissements, de même les aménagements hydro-agricoles et les apports massifs de matériel agricole ont été réalisés. Pour que tout ceci puisse être profitable, il faut une maîtrise totale de l'eau et une mise à niveau des producteurs aux nouvelles conditions de leurs tâches. Oui, l'actualité aujourd'hui, c'est l'adoption en Conseil des ministres de l'avant-projet de loi portant statut de l'opposition. Et cela, avant d'être soumis au Parlement, le texte définit les droits et devoirs de l'opposition et officialise le statut du chef de l'opposition. Et intervenant donc après les soubresauts de 2012-2013 et une expérience du consensus politique, le futur statut de l'opposition s'annonce déjà déminant pour notre processus démocratique. Lamine Tchekoura, Koulibaly, Mohamed Ould Mamouni ont essayé d'en comprendre un peu plus. Une démocratie, c'est un exécutif appuyé sur la nation et contrôlé par une opposition. Le statut de l'opposition est donc ce statut juridique qui lui donne des droits et libertés, lui permettant d'avoir les moyens de son contrôle de l'exécutif, mais aussi de propositions d'alternatives. Le dernier statut de l'opposition au Mali date de 2000. Avec le temps, sa relecture s'est imposée aux autorités. C'est à partir de 1995 que le premier statut de l'opposition a été adopté. Ce statut a été amélioré
au cours du forum politique de janvier 1999, forum même qui avait pour objet la relecture des textes fondamentaux. À partir des élections générales de 2002, on a assisté à ce qu'on appelait un consensus de 2002 à 2007. De 2007 à 2011, il y a eu l'avènement d'une opposition parlementaire, mais à partir du gouvernement Mariam Kadiama Sissé en avril 2011, le seul Sadi est resté dans l'opposition. Bon, à la faveur des événements que le pays a connus et les élections générales de 2013 qui ont vu l'avènement de Ibrahim Boubacar Keïta comme président de la République, il s'est engagé à donner à l'opposition tous ses lettres de noblesse. Ce qui fait en fait la pertinence d'un statut de l'opposition, ça veut dire que c'est un texte qui fait partie des textes fondamentaux de la République. La Constitution, après la Constitution, on va certainement parler de la charte des partis politiques, la loi électorale. Ensuite, il y a le statut de l'opposition et il y a le code des collectivités territoriales. Donc, si ça fait partie des 5 piliers, n'est-ce pas, des textes fondamentaux de la République, ça veut dire que avoir un statut de l'opposition est non seulement pertinent, mais également obligatoire. Le projet de loi portant statut de l'opposition politique apporte plusieurs innovations qui participent de la consolidation de la démocratie. C'est un indicateur de bonne gouvernance. C'est un texte qui comporte 23 articles articulés autour de 4 chapitres. Au niveau des droits classiques de l'opposition, qui sont les suivants, le droit à la parole, le droit d'initiative législative, le droit du contrôle parlementaire, c'est-à-dire les questions orales, les questions écrites, la censure, et par exemple au Mali, le droit de saisir la Cour constitutionnelle. Mais le texte va beaucoup plus loin dans le régime juridique des droits. Cette fois-ci, tout parti politique peut se déclarer dans l'opposition, ou tout parti politique dans l'opposition peut approuver la politique du gouvernement, mais cette fois-ci en ne faisant plus partie de l'opposition. Et ensuite, les partis politiques d'opposition, je parle de partis politiques d'opposition, peuvent être reçus par les missions diplomatiques. Mais tout en restant dans le cadre de la légalité. Les partis politiques peuvent être consultés par rapport aux grandes questions préoccupantes de la nation. Il s'agit aussi de les associer à des visites ou bien à des audiences que le président de la République peut accorder à des personnalités étrangères, les consulter quand il y a des questions d'intérêt national. Je veux parler par exemple du cas de pourparlers en Algérie. Il est important, une fois que ce texte est adopté, que l'opposition soit informée à temps réel de la démarche faite par le gouvernement. Ils peuvent nouer des relations, comme ça s'est fait d'ailleurs avec l'International socialiste, l'International libéral et autres organisations du même genre à l'extérieur. Ce texte unifie la notion d'opposition politique, parce que désormais, l'opposition politique parlementaire et l'opposition politique extra-parlementaire sont unies et bénéficient pratiquement des mêmes droits et des devoirs. Elle critique, elle dénonce, elle propose. Et c'est ça la démocratie. L'officialisation d'un chef de l'opposition avec l'obligation de le consulter serait une avancée notoire si le projet de loi venait à être adopté. Au niveau du chef de l'opposition, le texte aussi innove beaucoup. Parce que le chef de l'opposition, son statut est déterminé, la manière dont il est choisi, c'est déterminé, les avantages sont aussi précisés, quoi. Donc, le chef de l'opposition parlementaire est choisi parmi le parti de l'opposition parlementaire qui a le plus de députés à l'Assemblée nationale. Bon, donc, ça, si le législateur a fait un progrès énorme dans ce sens. Et il est même parti plus loin, le législateur, parce qu'il dit que si tel n'est pas le cas, on peut recourir aux élections communales et voir le parti qui a le plus de conseillers. Il va encore plus loin encore. Il dit que s'il y a égalité entre les partis politiques, donc le député le plus âgé est désigné comme chef de l'opposition politique. Par ce projet de loi, les autorités reconnaissent le rôle d'utilité publique de l'opposition. C'est une avancée démocratique parce que l'opposition a un caractère d'utilité publique. Il faut
la conforter. Il faut la mettre dans un cadre normalisé, j'allais dire statifié. Pensez-vous que l'opposition a les moyens d'exercer son rôle? Oui, l'opposition a les moyens d'exercer son rôle, à condition que la majorité le veuille. Il faut d'abord leur donner les moyens financièrement d'exister. Il faut éviter qu'ils soient victimes de débauchage ou bien de transhumance politique, parce que c'est ce qui affaiblit l'opposition. Une fois qu'ils ont ça, aider les partis de l'opposition à mieux se structurer, à former leurs citoyens et à participer à l'animation même de la vie politique. L'accès aux médias publics, ça c'est un boulot d'étranglement, mais avec la création de la haute autorité de la communication, je crois que ça va résoudre en partie ce problème. Ça portait d'abord, on a tiré tous les enseignements de la crise politico-institutionnelle que nous avons connue. Nous avons également tiré les enseignements du fait que pour construire une société démocratique, il faut les deux gens, le parti majoritaire et le parti de l'opposition, qui doivent tous deux travailler pour la sauvegarde de l'intérêt général. Le statut de l'opposition est un principe incontournable, bien qu'il fasse l'objet d'interprétations les plus variées. Le programme Filets sociaux ou encore Djigui Semeyiri a tenu ce matin la deuxième session de son comité national de pilotage. Ce programme d'urgence de lutte contre l'extrême pauvreté a démarré en 2013 pour 5 ans sur financement de la Banque mondiale. Ibrahima Tchokari, compte rendu. Le Mali et ses partenaires ambitionnent de lutter efficacement contre la pauvreté. C'est pourquoi un programme d'urgence a été créé, dénommé Programme Filets sociaux Djigui Semeyiri. La deuxième session du comité national de pilotage de ce programme devra examiner et apprécier les résultats atteints. Les administrateurs vont apprécier le travail déjà fait et les leçons tirées de la mise en œuvre de ce programme au niveau des communes pilotes et par rapport à l'extension de ce programme, où est-ce qu'il faudrait aller, comment il faudrait intervenir et dans quel rythme il faudrait faire la mise en œuvre de ce programme. Je crois que ce sont des recommandations que nous attendons des différents administrateurs de ce programme. Comme son nom l'indique, le programme Filets sociaux s'occupe des ménages les plus pauvres et souffrant d'insécurité alimentaire. Et conformément à cette mission, le programme peut se prévaloir de certains résultats. Du 1er janvier au 30 juin 2014, le programme a démarré les transferts monétaires en faveur des bénéficiaires des 3 communes pilotes du programme. Il s'agit de la commune 3 du district de Bamako, la commune de Boura à Yorosso et la commune de Kébila à Kolondieba. Ainsi, au cours du semestre, environ 5000 ménages ont pu bénéficier de 2 transferts monétaires chacun. Ainsi, sur une prévision budgétaire semestrielle de 944 248 410 francs CFA, le montant total décaissé et justifié au cours du premier semestre est estimé à 667 562 353 francs CFA. Les perspectives sont jugées bonnes au programme de filets sociaux. Elles visent l'extension dans les régions de Ségou, Mopti et Gao. Et 33 000 ménages supplémentaires bénéficieront d'un transfert monétaire dans les régions de Sikasso, Koulikoro et Kaye. Notre pays dispose désormais d'une clinique mobile. L'inauguration a eu lieu ce matin à l'Association malienne pour la protection et la promotion de la famille. D'une valeur de 16 millions de francs CFA, cette clinique mobile permettra d'offrir aux communautés lointaines des soins de santé de qualité. Fatoumata Kone, compte rendu. Désormais, les communautés vivantes à Doneke-Bougou ou à Dougabougou, dans la commune de Kati, ont à leur disposition une clinique mobile. Outre ces villages, ceux du cercle de Kangaba bénéficieront des services de cette clinique mobile. C'est un car équipé en médecine moderne et en chirurgie contraceptive qui vient offrir des soins de qualité à ces communautés lointaines. Ce bâtiment roulant, on l'appelle une clinique mobile. C'est une clinique qui règle les difficultés d'accès des populations aux soins médicaux. Malgré les efforts inlassables et extraordinaires du gouvernement en matière de couverture sanitaire, secondés en cela par la MPPF, eh bien les cliniques fixes ne suffisent pas à couvrir les populations. Nous avons des localités qui n'ont pas accès à ces services-là sans beaucoup de peine.
certaines localités sont distantes de plus de 5 km. Et si par des moyens mobiles, on peut rejoindre les populations à leur domicile, en tout cas sur le site du village, et procéder à un certain nombre de consultations et de conseils auxquels les populations n'avaient pas accès, je crois que c'est une avancée notable. Cette clinique mobile d'une valeur de près de 16 millions de francs CFA est une réalisation de la coopération canadienne. Lors de la cérémonie d'inauguration, le ministre et sa délégation ont visité les locaux de l'AMPPF. Les femmes maliennes posent des questions sur leur statut dans le développement socio-économique du pays. C'est ce que relève un sondage réalisé par l'Institut national démocratique NDI dans les 8 régions et le district de Bamako. Les résultats de l'étude ont été dévoilés ce matin aux acteurs politiques et membres des organisations de la société civile. Le compte-rendu est signé Agali Aguissa. Montrer du doigt les obstacles qui affectent l'inclusion des femmes dans le processus politique. C'est l'objectif de l'étude que vient de faire l'Institut national démocratique NDI à travers l'analyse du comportement et de la vision qu'ont les femmes sur la gestion du pays. Il y a des difficultés dans le pays, mais ce ne sont pas des femmes qui passent le temps à se plaindre. Elles posent des questions. Elles posent des questions quant à comment est-ce que leur statut social et juridique peut être amélioré. Elle pose des questions, comment faire en sorte que dans les processus de réconciliation en cours, elle puisse jouer un rôle actif. Les résultats de l'étude confortent les efforts déjà consentis par le gouvernement, les leaders politiques et les partenaires techniques pour l'émancipation de la femme malienne. Et la première opportunité que je vois, c'est la volonté du gouvernement actuel de prendre en compte les préoccupations de participation politique des femmes à travers l'adoption de l'avant-projet de loi le 31 juillet dernier par le Conseil des ministres. Cette étude sera éditée sous forme de livre qui sera distribué à l'ensemble des acteurs, des décideurs, l'ensemble des acteurs nationaux et internationaux. Il se veut un instrument d'élaboration des politiques publiques. Il se veut un outil de développement. Le document contient également une batterie de recommandations formulées à l'endroit des élus, du gouvernement, des partis politiques et organisations de la société civile. Parmi ces doléances, on peut citer le besoin d'une plus grande représentativité des femmes aux instances des partis politiques. Nous retournons à Tombouctou pour parler des concertations des communautés dénommées Une Voix pour Tombouctou. Ces rencontres ont pris fin par une marche pour la paix, partie du monument de la paix jusqu'à la place Sankoré et sanctionnée par une déclaration dénommée Déclaration Engagement des communautés de Tombouctou à construire ensemble le mur de la paix. Une déclaration remise au gouverneur de région en présence de la représentante de la MINUSMA et des autorités politiques. Nos envoyés spéciaux à Tombouctou, Moussa Arimeiga et Djelimakan Djabati. La paix, la paix, la paix. Ces mots de paix prononcés du haut du monument de la paix à Baradiou, quartier Tombouctou, dans les langues locales et en français, consacre ainsi l'engagement collectif des communautés de Tombouctou à construire ensemble le mur de la paix. C'est tout le sens de cette marche, partie de là jusqu'à la mosquée de Sankoré, où les communautés, ensemble, par le biais de leur porte-parole, ont remis au gouverneur de région une déclaration dénommée Engagement des communautés de Tombouctou à construire la paix. Convaincus que nous sommes condamnés à vivre ensemble, nous, population de Tombouctou, toutes communautés confondues, prenons l'engagement solennel en cette place historique de Sankoré, devant les autorités du Mali, devant la nation tout entière, les Nations Unies et la communauté internationale, de construire ensemble le mur de la paix. La paix, la paix. Tombouctou va donner un exemple. Cet exemple qui sera suivi par d'autres dans le centre de la consolidation de la paix, aussi de la cohabitation du vivre ensemble. Quel regard les autorités de Tombouctou et du monde portent déjà sur cette initiative des communautés à Tombouctou? Qu'aujourd'hui, à travers cet engagement qui a été lu par Madame la Présidente, cet engagement qui
qui personnellement me fait chaud au cœur. Et je suis sûre que ça sera Tombouctou va continuer dans la voie de la paix. Ce qu'on a vu, c'est du jamais vu. Nous avions vu toutes les communautés se donner la main, oublier ce qui s'est passé et repartir sur de nouvelles bases. Les uns les autres se sont pardonnés, les uns les autres ont promis d'oublier ce qui s'est passé et repartir sur des bases nouvelles. Tombouctou, c'est la ville de la tolérance. Et je peux vous dire que quand les événements sont arrivés, ce sont même des frères musulmans qui ont aidé les chrétiens à prendre le chemin de départ vers le sud. Et nous avons été beaucoup touchés par pas mal de musulmans. Et même quand on est revenu, il y a pas mal de musulmans qui ont dit « Ah, pasteur, nous avons senti l'absence de l'église ». Sport, football, championnat national de Ligue 1 au compte de la 27e journée. Joué au stade du 26 mars, le stade malien de Bamako a battu l'association sportive de Bamako par le score de 2-1. Koumba Nyambele, compte rendu. Le stade malien de Bamako, leader du championnat pour l'instant avec 57 points, s'est imposé 2-1 devant l'association sportive de Bamako, 7e avec 39 points. À l'entame, les Blancs passent à l'offensive et mettent la pression sur l'adversaire. Nous sommes à la 43e minute sur un centre de Mourimaka Koïta. Moussa Diawara ouvre le score pour le stade malien de Bamako. 1-0, ce score conduit les deux formations au vestiaire. À la reprise, l'ASP revient avec un nouveau visage. Morifi Kamara signe le but égalisateur pour l'ASB. 1-1, la tension monte dans les gradins. 73e minute, Morimakan Koïta offre la victoire 2-1 aux pensionnaires de Sotiba. Un autre sujet a dominé les débats lors de ce match ASB Stade malien de Bamako. Il s'agit du départ de Pascal Chané, entraîneur du Stade malien. Les explications du manager général du club. Après le match de vendredi, il a fait le décrassage samedi matin et il est parti en Guinée samedi après-midi sans avertir le club. Et maintenant, il paraît-il que dimanche, il a signé un contrat de 2 ans avec l'AS Kaloum. Je crois qu'entre nous et Pascal Janet, ça s'arrête là parce qu'il est parti. Il a signé un contrat ailleurs. Bien vrai qu'il nous doit encore 4 matchs. Donc, quand il sera là, on le verra, on va discuter. On va essayer de se séparer à la meilleure. Le stade malien est désormais dirigé par le duo Ousmane Guindo-Boubacar Gueye. Les objectifs sont clairs. Les titres. Nous jouons pour les titres. Chaque fois, c'est ce qui nous est assigné depuis le départ et on joue pour. Nous allons nous atteler par rapport à ça pour répondre aux attentes du public sportif stadiste. À 3 journées de la fin, les Blancs de Bamako sont toujours leaders avec 60 points. Sport, football toujours au cours de cette même 27e journée, cette fois-ci au stade Mamadou Konaté. L'USFAS a battu l'Office du Niger Sport de Ségou 2-1. Auparavant, le CSK avait dominé LUJ FC d'Aguelok par le même score 2-1. Mamoutou Dante. Plus que 3 matchs pour LUJ FC dans la Ligue 1. La relégation du club de la 8e région a été confirmée avec sa défaite 1-2 face au CSK. Après avoir perdu cette rencontre, le club reste à 11 points sur les 27 journées disputées. Dès la 9e minute, Aliou Cissé ouvre le score pour LUJ FC. 10 minutes plus tard, Sidi Mohamed Keïta égalise pour le centre Salif Keïta. La mi-temps intervient sur ce score d'un but partout. En seconde période, les centristes retrouvent leur automatisme. À la 75e minute, Sidi Mohamed Keïta signe son doublé. Comme à l'aller, les CSK s'emparent les 3 points de cette rencontre. On était maintenu depuis la journée contre l'Office du Niger, donc il fallait mettre du sang nouveau. Si vous avez constaté, il y a eu pratiquement 5 ou 6 jeunes qui ont commencé. Donc il fallait voir ce qu'ils peuvent donner pour l'année prochaine, Inch'Allah. Après le match contre l'USFAS, je pense que tout était déjà fini. Donc aujourd'hui, ils n'avaient pas envie de jouer. C'est ce qui a amené la défaite vraiment. Le centre Salif Keïta, avec 36 points, occupe la 9e place au classement provisoire de la 27e journée. En seconde affiche, l'USFAS a créé la sensation
Mené au score depuis la 28e minute sur penalty, 1-0 par l'Office Niger Sport de Ségou, les militaires montent la pression en seconde période. À la 83e minute sur penalty, Ibrahim Diabati égalise pour l'USFAS avant de voir Alassane Dambélé inscrire le but de la victoire à la 89e minute. L'USFAS s'impose donc 2-1 devant l'Office Niger Sport de Ségou. À égalité de points avec le CSK, 36 points, l'USFAS se positionne à la 11e place et l'Office Niger Sport de Ségou reste 14e avec 20 points au classement provisoire de cette 27e journée. Le professeur Babou Tembeli a été accompagné en sa dernière demeure aujourd'hui. Spécialiste de la culture dogon, historien et ethnologue, comédien, on se rappelle, Babou Tembeli a joué dans plusieurs films maliens dont Les Rois de Ségou et la jeunesse de Cheikh Oumar Sissoko. Le monde de la culture, l'association Djina Dogon et des milliers d'admirateurs lui ont rendu un dernier hommage. C'était en présence de notre reporter Makamfi Konaté. Nous faisons le cinéma par plaisir. Un baobab est tombé. C'était un médiateur, c'était un personnage irremplaçable pour la famille. Babou fait partie des icônes. Babou est le prototype même de la culture dogon. Né en 1940 à Badjangara, Babou Tembeli fut instituteur puis directeur de mémoire pour les étudiants en anthropologie. Il est surtout connu dans le 7e art qui perd en lui un acteur irremplaçable. Biton Nyangode, Wanine Kayama. Nyangoya Yekoudou Badi. Aïta! Un homme exceptionnel. Exceptionnel. Pour nous, les comédiens. Exceptionnel pour la société. Il donnait le maximum de lui pour le public. Donc l'étincelle est là, même si tu as des difficultés, c'est lui qui te remonte le moral. Donc Babou, vraiment, c'est un tour, on ne peut pas parler de Babou. Personne ne peut parler de Babou. C'était quelqu'un qui avait sa contribution sur le plateau de tournage. Parce qu'à chaque fois qu'il était sur un plateau de tournage, il approchait le réalisateur pour lui dire si on faisait comme ça, si on faisait. Donc c'était un apport capital pour toute production. Pour les Dogons, c'est une étoile qui disparaît. Babou Baskouni est devenu au sein de l'association Djina Dogon un monument. Nous l'appelions le dictionnaire des Dogons. Pour l'association Djina Dogon, c'est une perte énorme. Il incarnait la culture dans son sens propre. Un homme de culture, pétri de sociabilité, de valeurs humaines. Ethnologue, historien et médiateur, Babou laisse derrière lui un trésor qu'il a tant souhaité partager avec la nouvelle génération. Son savoir. Il y a assez de manuscrits qui sont disponibles à la maison. Il a même commencé des processus d'édition dans certaines de ses missions en France qui devaient continuer. Malheureusement, la maladie est survenue. Babou Tembeli repose désormais au cimetière de Lafiabougou. Il laisse inconsolable le monde de la culture. Dort en paix. Ainsi va la vie, dort en paix, grand-père. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'accueille, mesdames et messieurs. C'est donc tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, 10h, 13h, Kadiatou Kone, Aoui Touré, 18h, 20h. Excellente nuit à tous. Au revoir.